Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode du podcast qui donne du sens. C'est le dernier épisode avant la synthèse. Vous pouvez aussi retrouver en première description la synthèse de tout ce qu'on a vu dans cette saison 1, vu qu'il y a la synthèse des 9 épisodes. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver sa force intérieure et comment avoir foi en soi. Avez-vous déjà ressenti un manque de confiance en vous ? Avez-vous déjà douté de vos compétences ou de ce que vous faisiez ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode, les conséquences du manque de confiance en soi, puis nous verrons différentes stratégies pour nous aider à développer la confiance en soi, mais aussi à croire en nous par des actions très concrètes. Et enfin, on verra 4 exercices concrets pour que vous puissiez dès maintenant mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place pour développer cette croyance, le fait de croire en vous et en ce que vous voulez faire. Ensuite, nous sommes très nombreux à savoir ce qu'on devrait faire. On sait qu'on devrait faire du sport, on sait qu'on devrait manger sainement, on sait qu'on devrait faire telle ou telle action, mais on ne le fait pas, peut-être par manque de confiance ou par procrastination, voilà. Et le but là, c'est vraiment, et c'est ce que j'ai fait dans tous les épisodes, de proposer des actions et des exercices concrets que vous puissiez faire pour enclencher la machine. Parce qu'une fois que vous commencez à avancer, vous avez envie de continuer. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de prendre en compte les exercices, mais surtout de mettre en place ce qui vous parle à vous et de tester si ça fonctionne pour vous. Peut-être que ce que je partage, les exercices que je propose, marchent pas pour vous, et c'est pas grave, mais ce qui va compter, ce qui va être intéressant, c'est de tester l'exercice pour vous, voir si ça fonctionne ou pas. Faites partie de ces gens-là qui testent plutôt que de ceux qui écoutent passivement et qui ne passent pas à l'action. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et jusqu'à ce que je me mette à agir, et là j'ai enfin pu voir des résultats et des choses qui s'améliorent dans ma vie. Et en fait c'est le moyen très concret qui m'a permis d'unifier ma vie, à la fois vie perso, vie pro, vie au global, parce que j'aime pas du tout cette distinction vie pro, vie perso. On n'a qu'une seule vie dans laquelle on travaille, on a des engagements, des activités, une famille, des amis, etc. Mais tout ça c'est unifié. Et moi c'est une manière, en testant les choses que je pouvais entendre et apprendre, de voir si ça fonctionnait pour moi ou pas. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir une vie unifiée et un équilibre vie pro, vie perso qui soit convenable et qui vous convienne. Avant de démarrer, je vous rappelle juste que vous pouvez retrouver ces épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Donc le problème de la confiance en soi. On est tous touchés par ça, d'une manière ou d'une autre. On a tous eu des expériences, une éducation, des galères à un moment ou à un autre dans notre vie, et c'est des choses on peut manquer de confiance sur certains points et pas sur d'autres. Et dans la sphère professionnelle, en général, c'est un problème parce que ça peut provoquer une baisse de la performance parce qu'on doute de ses capacités et on doute de ce qu'on fait. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, on se sous-estime, on pense qu'on n'est pas capable. Du coup, on prend plus d'initiatives, on propose plus d'idées. Et c'est très dommage parce qu'en fait, c'est les idées que vous pouvez avoir, peut-être que personne ne les a eues encore et que c'est peut-être ça qui vous permettrait de faire avancer un projet ou de faire avancer une entreprise. Pour donner un exemple sur les initiatives, dans un poste précédent, j'avais proposé différentes manières d'accélérer le travail qu'on faisait dans l'équipe, et en fait ça a permis, donc j'avais proposé ça, réfléchi à des solutions et proposé ces solutions-là, qui ont à terme après été mises en place, mais ça a permis ensuite qu'on me confie des nouvelles tâches, des nouvelles choses que je faisais, des nouvelles choses qu'on me confiait à faire parce que j'avais proposé des initiatives avant, du coup on m'avait confié des nouvelles responsabilités. Et d'autres fois, les idées que j'ai proposées n'ont pas été retenues pour être mises en place. Ce qui va être important à ce moment-là, c'est de les noter quand même. Et puis, quelques temps plus tard, si vous y revenez, peut-être que là, ce sera un moment où les idées que vous aviez proposées pourraient être mises en place parce que les choses ont bougé entre-temps et que finalement, c'était une très bonne idée, mais c'était encore trop tôt pour le faire. Un autre problème qui peut expliquer le manque de confiance en soi, ça va être la peur de l'échec ou du rejet. La peur, on y revient à chaque fois. L'épisode précédent, j'y revenais aussi. Et très souvent, en fait, nos peurs, on les crée dans notre tête. Le problème vient lorsque les peurs qu'on a imaginées nous font agir dans la vie réelle d'une manière pour éviter cette peur-là qui a été imaginée de toutes pièces. Et le problème, c'est qu'après, à partir de là, ça peut nous empêcher de prendre des décisions, de prendre des risques, d'agir pour faire progresser une situation. Et pour éviter ça, ce qui marche plutôt bien, c'est de s'imaginer quelle est la pire situation qui peut se produire dans la situation dans laquelle vous êtes. En 2013, j'ai pris la décision d'arrêter de dépendre de la validation d'autrui pour pouvoir faire des choses qui avaient du sens pour moi. Et pour atteindre cet objectif-là, finalement, ça m'a pris 10 ans. Et c'était pas 10 ans d'échec pour autant, c'est 10 ans pendant lesquels j'ai appris plein de choses. Et la pire situation, c'était que ça n'arrive jamais. Mais en fait,
tant que vous cherchez à atteindre un objectif, ça arrivera forcément. Imaginez la situation suivante. Vous avez un entretien d'embauche pour un travail qui vous intéresse beaucoup. Quelle est la pire situation qui peut se passer? C'est que vous soyez pas retenu. À partir du moment où vous êtes OK avec ça, même si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie, si vous êtes OK avec le fait que vous pouvez ne pas être retenu, parce que quand vous allez à un entretien d'embauche, comme dans plein de situations, il y a autant de chances que ça marche que de chances que ça marche pas. Même si vous êtes sur le papier le meilleur CV ou au contraire le moins bon, j'en sais rien. Ce qui va être important là, c'est de prendre conscience que c'est normal et c'est OK. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, en fait votre vie ne change pas forcément. Et ça, c'est une petite nuance très importante parce que quand on a beaucoup d'attentes pour quelque chose, si ça marche pas ou si on se bloque avec des peurs, en fait on va s'auto-saboter. Et si à l'inverse on réalise que la pire situation c'est quoi? C'est que ça marche pas. Et si cet entretien d'embauche là marche pas, en fait ma vie elle ne change pas particulièrement. Ça change et ça s'améliore peut-être avec le travail, mais ça ne se dégrade pas non plus sans. Et donc comme ça permet vraiment de relativiser un peu et de remettre les choses dans l'ordre et aussi de faire diminuer la pression liée aux peurs que vous pouvez avoir par rapport à cet exemple-là. Et puis l'autre chose, c'est que dans tous les cas, pour exemple dans un entretien d'embauche, vous allez forcément apprendre des trucs. Que ce soit sur vous-même, que ce soit sur l'entreprise, que ce soit la personne que vous allez rencontrer. Il y aura un échange, donc vous allez apprendre des choses. Peut-être que c'est des choses qui vous serviront pour la suite, que ce soit dans l'entreprise pour laquelle vous postulez ou pour une autre, ou pour votre vie personnelle, ou voilà. Dans tous les cas, vous apprendrez des choses. Donc, vous ne perdez pas votre temps à faire des expériences et à tester des trucs. Mais pour ça, faut essayer de diminuer la taille des peurs pour pouvoir en prendre conscience et pour profiter finalement de toutes ces expériences. Et le troisième point lié à la confiance en soi, c'est que ça peut aussi affecter la manière dont les autres nous perçoivent. Et donc bloquer des opportunités parce que on n'est pas... Et ça peut bloquer certaines opportunités parce qu'on ne met pas forcément assez en avant le travail qu'on peut réaliser et entraîner du coup une perte de crédibilité ou de confiance liée au fait qu'on ne sache pas vraiment ce qui se passe. Donc maintenant voyons 4 sources du manque de confiance en soi. La plupart du temps, les situations dans lesquelles on manque de confiance en soi sont liées à des expériences passées ou à des croyances limitantes. Donc les expériences de vie passées, qu'elles soient positives ou négatives, nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Toutes les situations d'échec, de rejet, critique, de mauvaises expériences, professionnelles ou personnelles, vont faire que on va penser qu'on est capable ou non de faire certaines choses. Et donc ça peut vous conduire à des doutes sur votre valeur et sur qui vous êtes. Tout d'abord, je voulais vous préciser que vous êtes unique. Vous avez de la valeur et vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Ça fait très bullshit et développement personnel, mais c'est la réalité. On a des capacités, des talents. Il faut apprendre ensuite à les développer et à les utiliser. Mais on a plein de potentiel en nous qui demandent qu'à s'exprimer. Et c'est là tout l'intérêt de ce que je fais, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui nous correspond pour pouvoir déployer tout son talent dans son travail ou dans sa vie. Pendant mes études, à ce propos-là, j'avais un entretien d'embauche pour une alternance qui s'est très mal passé. Le recruteur était pas du tout sympa. À l'issue de l'entretien, j'étais très déçu forcément parce que le travail m'intéressait et la mission avait l'air intéressante. Et en même temps, au vu des échanges que j'avais eus, je me dis finalement c'était pas plus mal que ça se passe pas bien parce que du coup je n'y suis pas allé et du coup j'ai évité peut-être des soucis de relationnel qu'il y aurait pu avoir si j'avais été pris dans ce travail-là. Donc de cette situation, j'en ai tiré une leçon, thème de l'épisode précédent que vous pouvez retrouver en lien ou dans la description. Et j'ai finalement trouvé quelques mois plus tard une alternance dans une autre entreprise. Là, c'est quand on a une expérience passée plutôt négative, mais ce que je viens d'expliquer est aussi valable pour des expériences positives. C'est quelque chose que vous avez réussi à faire une fois, peut aussi être une source d'inspiration pour vous ou pour les autres, et ça peut vous booster justement quand vous avez un moment de doute, de vous rappeler comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait pour rebondir et continuer de progresser, continuer de travailler sur ce que vous avez commencé à faire. Ensuite, les croyances limitantes, ce sont des pensées négatives qui sont souvent irrationnelles, qu'on a intégrées suite du coup à des expériences comme on l'a vu, ou bien à notre éducation, ou à des échanges avec X ou Y personnes, ou à cause de problèmes que d'autres personnes ont rencontrés, et du coup on s'est dit alors moi je veux jamais vivre ça, et donc du coup on se bloque complètement. Et là c'est l'exemple typique, c'est de croire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. C'est très vague, mais en même temps c'est vrai, on n'est pas tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si on apprécie ou pas. Penser qu'on n'est pas compétent, penser qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on n'est pas digne de réussir peut effectivement affecter notre confiance en soi. En début d'année, j'ai découvert le VTT électrique, j'avais jamais essayé donc je pouvais pas savoir si j'aimais ça ou pas. Il s'avère que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais testé, et donc tant que je l'avais pas fait en vrai, je pouvais pas savoir si j'allais apprécier ou pas. Peut-être que
vous avez jamais fait de tennis, et c'est peut-être quelque chose à tester pour voir si vous aimez. Peut-être que vous avez jamais joué au foot, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Peut-être que vous avez jamais fait d'escalade. Là, je parle de sport parce que c'est plus pratique et plus simple à visualiser. Ensuite, l'environnement personnel et familial. Donc là, c'est tout ce qui est éducation. Forcément, ça joue un rôle très important au début de notre vie, à chacun. Et on emporte ensuite les bénéfices et les blessures, forcément. Ce qui peut nécessiter un travail sur soi pour résoudre les blessures qu'on peut avoir. Et pour moi, par l'éducation, on a tous des blessures d'une manière ou d'une autre. Donc ça nécessite forcément un travail pour guérir et pour soigner ces blessures. Et le quatrième point, c'est le perfectionnisme. Il y a 3 niveaux de perfectionnisme. Le premier, orienté vers soi. Nous exigeons de nous la perfection. Il est important de chercher à faire de son mieux pour produire de belles choses et vivre de belles choses. Il est dangereux de croire que nous devons vivre de manière parfaite et que tout ce que nous devons faire doit être parfait pour réussir. Le deuxième est orienté vers les autres. Aucune relation n'est parfaite. Si vous attendez d'avoir trouvé l'homme ou la femme parfaite, vous attendrez longtemps. Et vous n'êtes pas l'homme ou la femme parfaite. Le perfectionnisme orienté vers les autres implique beaucoup de jugement et de critique. Le troisième niveau du perfectionnisme est en réponse à une demande d'ordre social. Par exemple, lorsque nous voyons d'autres personnes réussir, socialement, on imagine qu'il faut faire pareil pour réussir. Chercher à atteindre la perfection, c'est comme chercher à atteindre un mirage. Ça n'existe pas. Il est impossible de réaliser quelque chose de parfait puisque la perfection n'existe pas. Par contre, il est possible de travailler quotidiennement pour s'améliorer chaque jour. Les attentes sont tellement irréalistes sur soi-même ou pour les autres que ça entraîne une autocritique permanente et on se sent pas à la hauteur de ce qu'on fait parce que les exigences sont beaucoup trop importantes. Et tout ça peut retomber évidemment sur le travail et sur la confiance en soi, personnelle comme professionnelle. Et maintenant, on va avoir différents moyens pour nous permettre de continuer à travailler sur nos objectifs et pour progresser et pour avoir tout simplement plus confiance en soi et en ce qu'on fait, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle. Si vous appréciez ce que vous êtes en train d'écouter, mettez un petit like, mettez un commentaire et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Vous retrouverez aussi en premier lien dans la description le résumé de tous les épisodes avec les grands principes pour chaque épisode et les exercices associés pour pouvoir les développer et les mettre en place dans votre vie. Pour moi, le premier élément de réponse à tout ça, c'est de se dire que les erreurs, les échecs, les choses qu'on n'arrive pas à faire sont des sources d'apprentissage. Si vous n'avez pas réussi à faire quelque chose ou à atteindre un objectif, c'est que soit c'était pas le bon objectif pour vous, soit c'est qu'il vous manquait des compétences ou des connaissances. Et donc ça, tant mieux, ça s'apprend. Et le fait de voir ça comme des sources d'apprentissage, en tout cas moi ça m'aide à chaque fois que je fais une erreur, c'est que du coup ça veut dire que je peux progresser, que je peux apprendre, que je peux trouver des solutions et lire pour trouver comment faire ce que j'arrivais pas à faire. Et la deuxième chose, c'est que ça nous donne la responsabilité de ce qu'on fait. Plutôt que de se dire c'est la faute des autres, de la société, de mon voisin, de mon travail, du patron, de l'État, de machin, en fait, le fait que ce soit entre guillemets notre faute, ça nous donne les armes et ça nous donne l'énergie, la confiance aussi et les pouvoirs d'agir pour résoudre ça et pour combler cette lacune qu'il y avait pour atteindre l'objectif la fois suivante. Ce qui nous donne la responsabilité du coup pour apprendre et s'améliorer. Donc l'étape suivante, ça va être d'identifier les compétences qui peuvent vous manquer. Donc pour ça, vous allez pouvoir voir les réussites que vous avez, ce que vous avez réussi à faire et ce que vous n'avez pas réussi à faire. Pour en tirer les leçons, je vous renvoie encore à l'épisode précédent, et pouvoir développer les compétences qui vous manquaient pour pouvoir réussir la fois suivante. Et de voir en fait ce que vous avez réussi à faire, ça va aussi vous permettre de prendre conscience de ce que vous savez faire. Parce que très souvent, ça je me rends compte à chaque fois, quand on commence un travail, on a beaucoup de choses à apprendre, ou une nouvelle matière, ou quand on apprend quelque chose, on a beaucoup de choses à apprendre au début. Et puis au bout d'un moment, ça devient évident, normal, et on n'a plus l'impression que d'apprendre. Et en même temps, on a développé une expertise. Et cette expertise-là, moi, je me rends compte actuellement, il y a pas mal de gens qui me disent que j'ai une expertise. Et en fait, déjà, ça fait plaisir, mais surtout, tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites. En soi, peut-être que tout le monde pourrait l'apprendre, mais si quelqu'un qui n'y connaît rien débarque sur le sujet, il va avoir besoin d'un temps pour apprendre. C'est normal, mais toujours est-il que vous avez une expertise sur ce que vous faites. J'ai discuté avec un entrepreneur il y a quelques temps, et justement, il me parlait de ça. Ils avaient demandé à quelqu'un de faire une vidéo de 2 minutes avec une trentaine de photos. La personne, je pense, ne devait pas du tout s'y connaître parce qu'elle a mis 2 semaines pour le faire, ce qui me semble beaucoup. Peut-être que je me trompe, mais ça me semble beaucoup pour une vidéo de 2 minutes.
Et à l'inverse, si vous connaissez un peu le montage vidéo, en fait, ça va être assez rapide de faire une vidéo de 2 minutes avec des photos et une musique. Troisième solution, troisième moyen pour développer votre confiance en vous, ça va être de prendre des risques. Donc prendre un risque, ça veut pas dire tout plaquer et partir à l'autre bout du monde ou partir faire autre chose. Prendre des risques, ça peut être des risques mesurés. J'en ai pris plusieurs, que ce soit personnel ou familial, et en fait, c'est à chaque fois, tout est une question de dosage. On a pris le risque avec ma femme de déménager dans le sud, loin de nos amis et de nos familles. Et c'est un risque, oui. Après, on était prêt à le prendre, ça nous convenait de le prendre. Ça conviendrait pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais d'autres personnes ont pris d'autres risques. J'ai des amis qui sont partis faire le tour du monde pendant 1 an. En fait, moi, je sais pas si ça me plairait. Eux, ça leur convenait tout à fait. Mais pour nous, avec ma femme, c'était pas forcément dans nos projets. Donc on a chacun une tolérance au risque qui est différente. Et le point, ça va être de se challenger juste un peu plus au-dessus que ce qu'on sait faire. Donc c'est le fameux quitter sa zone de confort. Pas pour partir à des kilomètres, mais juste, j'ai donné un exemple dans un des épisodes de la course. Si vous avez jamais couru de votre vie et que vous vous dites que vous allez demain courir 20 km, c'est sûr que vous y arriverez pas. À l'inverse, vous voyez petit au début pour gagner confiance en vous, justement, et pour pouvoir progresser petit à petit. Et c'est tout l'intérêt de cet épisode, c'est que si vous vous fixez un objectif, donc du coup de 5 km par exemple, ce que j'ai fait, plus vous allez le faire, plus vous allez prendre conscience, plus ça va intégrer, plus vous allez intégrer à vos habitudes, mais aussi à votre personnalité, que vous êtes quelqu'un qui sait courir 5 km. Et après, quand ça devient trop facile, passez à l'étape suivante. Et commencez pas trop gros pour pas que ça ait l'air d'une montagne infranchissable, mais que vous puissiez démarrer avec ce que vous êtes, ce que vous faites, et puis petit à petit progresser. Donc là-dessus, j'ai fait une vidéo démarrer avec ce que vous avez, ou avec ce que vous faites, je sais plus, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la voir. Et donc finalement, plus vous prendrez l'habitude de faire des petits efforts, le fameux 1% de plus chaque jour, plus vous allez prendre l'habitude de le faire et plus ça va devenir facile de vous pousser un peu plus loin. Le 1 cm de plus, l'appel de plus, l'article de plus, les 100 mètres de plus pour vous dépasser chaque jour, pour progresser chaque jour. Et plus vous allez le faire, plus vous arriverez aussi ensuite quand il y aura des grandes décisions à prendre qui seront des plus gros changements, plus vous pourrez, j'allais dire facilement, mais plus moins ça vous fera peur de faire un gros changement parce que vous aurez pris l'habitude de progresser tous les jours. Voyons maintenant comment mettre en place ces différents éléments. Donc pour identifier vos compétences et réussites passées, et vos échecs aussi finalement, parce que le but c'est de voir qu'est-ce qui a permis de réussir quelque chose, mais de voir aussi qu'est-ce qui vous a manqué. Faites une liste de ce que vous avez fait, que ce soit vos emplois, que ce soit vos responsabilités hors du travail, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Identifiez les projets que vous avez faits et les leçons que vous pouvez en tirer. Et ensuite, réfléchissez aux compétences que vous avez utilisées pour atteindre ces résultats. Faites une liste de toutes ces compétences, qu'elles soient techniques, organisationnelles, personnelles, interpersonnelles, voilà. Et le but, c'est de prendre conscience de ce que vous avez fait et de où vous en êtes. Une question qui peut vous aider dans cette réflexion, c'est de vous demander dans tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, quels sont les moments où vous étiez tellement concentré sur ce que vous faites que vous n'avez pas vu le temps passer. Vous êtes mis à travailler et vous avez relevé la tête, c'était 3 heures plus tard et vous avez l'impression que 5 minutes s'étaient passées. Ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que c'est des tâches et des compétences que vous avez qui sont peut-être vos talents, qui sont ce qui va être le plus important et ce qui va être indispensable de pouvoir retrouver d'une manière ou d'une autre dans votre travail. Parce que si vous travaillez sur cette zone de génie, si on peut dire, en fait, vous aurez pas l'impression de travailler puisque vous voyez pas le temps passer quand vous le faites. Comment prendre des risques qui vont vous permettre de croire en vous? Pour ça, il y a 4 étapes. La première, c'est de réfléchir à ce que vous voulez accomplir, même si c'est un grand objectif, de le décomposer et de vous concentrer sur un élément sur lequel vous allez vous concentrer du coup à ce moment-là. Pour la concentration, je vous renvoie à l'épisode 2 du podcast et réfléchir ensuite à ce que vous pouvez faire de plus pour apprendre plus sur ce sujet. Une question qui peut être super intéressante, c'est de vous demander, lorsque vous avez un objectif plus ou moins gros, c'est de vous demander qu'est-ce qui vous fait peur. Je parlais de la peur au début, ça peut être un frein. Et si vous l'utilisez et que vous la tournez dans la bonne manière, ça peut être un moteur super puissant. Si une tâche vous fait un peu peur, pour moi, lancer une chaîne YouTube il y a 2 ans, ça me faisait un peu peur et je me suis dit ça pourrait être pas mal, mais en fait je le sentais pas. En fait, c'est peut-être là qu'il faut se lancer, c'est peut-être sur cette tâche-là précisément qu'il faut avancer. Parce que c'est peut-être ça qui va vous permettre d'aller plus loin.
Et de cette manière-là, vous sortez de votre zone de confort parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas trop à l'aise. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise. Et votre zone de confort va s'agrandir. Et l'autre chose, c'est que avant que je lance la chaîne YouTube, pour donner cet exemple-là, j'avais un peu peur de le faire parce que je savais pas trop comment faire surtout, ni comment ça allait se passer. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est que très souvent, on a peur de faire une action parce que on ne sait pas comment s'y prendre, on n'a pas les connaissances ou les compétences qui permettront de le faire. D'où l'intérêt de les apprendre parce que une fois que vous les aurez appris, vous allez commencer à le faire et en fait, publier une vidéo sur YouTube ou un article sur Internet, et quand vous l'avez fait 10 fois ou 100 fois, en fait, ça change plus grand-chose. À l'inverse, tant que vous le faites pas et que vous restez bloqué sur qu'est-ce qui va se passer si je le fais, en fait, vous restez toujours dans cette question-là. Et le problème là, c'est que derrière, ça peut entraîner des regrets. Vous pouvez vous demander si toute votre vie après vous dites, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais publié cette vidéo, si j'avais fait telle ou telle tâche, si j'avais osé mettre ça sur Internet, qu'est-ce qui se serait passé? Personne ne le sait. Donc allez-y, lancez-vous, c'est la meilleure chose à faire parce que dans tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, vous allez apprendre des choses. Apprendre des choses, ça vous permettra de prendre des risques parce que avant de prendre les risques que vous allez prendre, vous allez pouvoir vous former et apprendre sur comment vous allez pouvoir faire. Ça vous permet de commencer en commençant à chercher, évidemment. J'ai fait une vidéo là-dessus. La première action de tout projet, c'est la recherche pour apprendre. Et l'apprentissage va aussi vous enlever certaines peurs que vous aviez par manque de connaissances. Parce que vous allez acquérir les connaissances, donc certes théoriques, mais au moins vous allez comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment vous pouvez vous mettre à faire tel ou tel sport ou tel projet. Ensuite, il faudra prendre la décision d'y aller. Donc ça, je vous renvoie aussi à l'épisode concerné dans la série de podcasts. Parce que si vous faites, vous réfléchissez à l'objectif, vous apprenez, etc., et que vous prenez pas de décision d'y aller, en fait, ça ne sert à rien. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait pendant 7-8 ans de 2013 à jusqu'à encore il y a 3 ans, où j'apprenais plein de choses, je lisais, mais je ne faisais rien. Donc en fait, j'étais pas plus avancé. J'apprenais des choses, certes, je connaissais de la théorie, mais je mettais pas en pratique. Et c'est là tout l'intérêt de l'action. C'est de confronter ce que vous avez appris à la réalité, parce que les théories sont souvent très faciles et très belles, mais la mise en pratique va être plus compliquée. D'où l'intérêt de tester, d'agir, de tester pour voir si ça fonctionne pour vous. Et enfin, ça va permettre aussi de stimuler votre créativité, parce que les nouvelles idées, les nouveaux formats, les nouvelles idées que vous pouvez avoir, elles vont être uniquement faites par les choses que vous mettez dans votre cerveau. Donc si vous lisez différents sujets, si vous apprenez de la psychologie, du développement personnel, de la physique, de la biologie, du chinois, je sais pas, en fait, en mélangeant tout ça, ça va vous donner des idées. Et le cerveau est tellement fort pour ça que alimentez-le de ce qu'il faut et de choses intéressantes pour trouver des nouvelles idées et vous en trouverez plein d'autres. Imaginons que vous faisiez ces exercices. Donc là maintenant, vous allez tester, choisir un exercice parmi ceux que je vous ai présentés pour tester et pour voir ce que ça donne pour vous. Ça va vous permettre de prendre conscience des leçons que vous pouvez tirer de ce que vous avez fait dans le passé, que ce soit des choses positives ou négatives, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, mais ça va vous permettre aussi de réaliser le chemin que vous avez parcouru. C'est quelque chose d'indispensable. Et là, il y a quelques semaines, j'ai regardé en arrière ce que j'avais produit depuis 2-3 ans, et en fait, ça commence à faire quand même pas mal. À la fois en vue, à la fois en article, en vidéo, et en fait, je le réalisais pas. Je me rendais pas compte parce que j'étais la tête dans le guidon et je continuais à avancer, mais je voyais pas trop, j'avais pas encore vraiment regardé en arrière, voir le chemin parcouru. Et ça, vous pouvez le faire que ce soit pour un projet comme celui-là, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans votre vie personnelle, avec vos amis, votre couple, vos finances. C'est quelque chose qui est très important pour prendre conscience du chemin parcouru. Et en mettant tout ça en place, vous allez pouvoir prendre conscience aussi de vos compétences, parce que les résultats que vous avez obtenus vous ont permis d'apprendre et d'acquérir des compétences. Vous avez aussi vous pouvez peut-être voir ce qui a fonctionné dans ce que vous avez fait, ce qui n'a pas fonctionné, et comment essayer de reproduire ce qui a fonctionné pour continuer à développer ce que vous faites. Ouais, vous verrez, en regardant en arrière, vous verrez aussi que les moments où vous avez eu des décisions importantes à prendre, elles ont peut-être porté des fruits, dans un sens ou dans un autre, et vous pourrez prendre aussi conscience des risques que vous avez pris et de voir les conséquences de ces risques par rapport à ce que vous faisiez avant et par rapport à votre vie avant et après la décision et du coup le risque associé que vous avez pris. Et là c'est pareil, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'exemple typique c'est quand vous publiez quelque chose sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur internet, sur un site, etc.
Première fois que vous publiez, bah, ça vous êtes un peu en stress, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les 3 quarts du temps, il se passe strictement rien. Vous publiez et voilà. Et l'autre chose, c'est ça, c'est qu'au début, il y a pas grand monde qui vous connaît. Donc en fait, il y a pas beaucoup de retours. Et du coup, c'est juste dans la tête qu'on a peur parce que on sait pas comment ça va être pris. Bref, du coup, ce qui va compter ensuite, c'est de se former et d'apprendre au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment un des critères indispensables dans un travail. Si on arrête d'apprendre, c'est très vite dangereux de rester trop longtemps parce qu'on finit par s'ennuyer et par plus s'y retrouver. Et donc, un critère pour moi très important dans un travail, c'est de continuer d'apprendre pour pouvoir continuer d'être stimulé intellectuellement dans ce qu'on peut faire. Enfin, se fixer des objectifs réalisables en choisissant des objectifs juste à l'extérieur de vos zones de confort pour agrandir votre zone de confort et progresser petit à petit. Vous pouvez faire ça pour n'importe quel objectif et en choisissant un objectif, n'oubliez pas aussi de choisir et de réfléchir plutôt au système que vous allez utiliser pour atteindre cet objectif-là. Le système est beaucoup plus sûr que la simple volonté des habitudes. Parce que ça permet de mettre en place un cadre qui va permettre une fois qu'il est planifié, organisé, de mettre en place et de continuer de marcher sur le chemin que vous avez imaginé. En le remettant en question de temps en temps et en travaillant pour agir et pour ensuite voir les résultats de ce que vous faites. Quel qu'il soit, vous apprendrez des choses, donc allez-y, c'est parti. Voilà pour cet épisode. En premier dans les descriptions, le document qui récapitule les grands principes qu'on a vus dans ces 9 épisodes et les exercices associés pour que vous puissiez mettre en place ça dans votre vie. Si vous avez des questions, posez-les moi soit en commentaire pour qu'on puisse continuer à réfléchir sur le sujet que je trouve passionnant. Bonne journée, abonnez-vous,